Bienvenue dans Les Clés du Succès, le podcast des indépendants. Je suis Maureen Beillard, spécialiste en communication et marketing depuis 2012, passionnée par le développement personnel, l'entrepreneuriat et le business digital. Chaque mardi, je partage avec vous des témoignages inspirants de professionnels qui ont réussi et des stratégies concrètes pour vous guider dans cet incroyable voyage vers le succès. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Clés du Succès. On se retrouve aujourd'hui avec mon invité du jour, Bernard Tolec, qui est un ancien directeur des ressources humaines internationales chez Philips, puis s'est reconverti au coaching en 2003 et il est désormais coach de dirigeants depuis 2009. Bonjour Bernard, merci d'avoir accepté cette interview aujourd'hui. Bonjour Maureen, je suis honoré. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, déjà pour commencer, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu as fait cette transition de carrière entre DRH et coach de dirigeant? Alors qui je suis? Je suis un homme de 59 ans, père de 3 enfants, bientôt remarié. J'ai mon activité historique qui est coach de dirigeant et coach d'organisation. Donc je suis amené à accompagner des transformations culturelles et managériales dans des entreprises, que ce soit des grosses entreprises comme ça a été par exemple le Centre Pompidou, Air Liquide, GSK, Velux, etc. ou dans des ETI ou des PME ou des ONG. Voilà, ça c'est mon activité, je dirais, un peu classique. Là, je lance une autre activité supplémentaire qui est une activité qui va s'appeler Vivant, VI2VANT, pour accompagner des hommes de 40 à 60 ans dans la deuxième partie de leur vie. Des hommes qui sont souvent coincés entre la nostalgie d'un passé puis l'anxiété d'un avenir. Ils sont un peu soit du vague à l'âme, soit ils se sont pris quelques claques dans la figure qui fait qu'à un moment, ils sortent un peu de la roue qui tourne et ils se disent qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Voilà. Et j'ai une troisième activité qui fait le lien entre les deux. C'est j'ai créé une société qui s'appelle Appreciative Inquiry France, qui est une société qui délivre des formations, des certifications dans cette approche qui s'appelle l'approche appréciative que j'ai découvert en 2009. Voilà. Voilà qui je suis et je suis un homme vivant et heureux. Magnifique. Est-ce qu'en quelques mots, on peut en savoir un peu plus sur cette dernière activité parce que ça s'adresse à qui? Quelle est la problématique? J'ai pas bien cerné. Alors l'approche appréciative, hein, en France ou ailleurs, mais en particulier en France, hein, quand un consultant, un coach est appelé dans une organisation ou auprès d'une personne, c'est souvent et c'est quasi exclusivement parce qu'il y a un problème quelque part, un écart à combler, etc., etc. La plupart du temps, ce que les clients attendent et ce que les consultants vont faire, ils vont analyser la cause racine du problème en espérant trouver des solutions pour pouvoir éradiquer le problème. Voilà, ça, je sais faire ça par cœur. J'ai fait ça dans le monde automobile quand j'étais DRH pendant plus de 10 ans. Donc, la Perceiving Inquiry part sur un autre champ. On prend le problème, mais on ne va pas le creuser. On va aller regarder qu'est-ce qu'on veut à la place du problème et on va regarder dans la vie des personnes, dans l'organisation, quels sont les moments où ils ont déjà vécu ce qu'ils veulent à la place du problème. Donc, donc appreciative inquiry, c'est deux mots, c'est une origine américaine. C'est appreciative to appreciate, c'est donner de la valeur, apprécier ce qui est plutôt que ce qui n'est pas, ce qui est disponible plutôt que ce qui ne l'est pas. Et inquiry, c'est aller explorer. Donc finalement, c'est une démarche qui va aller explorer dans la vie des personnes, dans les équipes et dans les organisations, qu'est-ce qui prête vie, qu'est-ce qui donne vie, et surtout qu'on comprenne pourquoi ça marche quand ça marche, plutôt qu'on comprenne pourquoi ça marche pas quand ça marche pas. Alors, donc c'est un changement de paradigme euh, inhabituel. Très intéressant, cet outil, cette méthode. Bernard, tu es coach depuis 2003. En un mot, si tu peux nous parler de ta transition entre RH et coach, qu'est-ce qui s'est passé? Alors effectivement, je me suis formé au coaching chez Vincent Lennart en 2003 en France. Quand j'étais DRH et j'ai quitté mon entreprise Philips pour me mettre à mon compte comme coach. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais cette intuition que je suis arrivé dans un comité de direction dans une entreprise industrielle et qui est il y avait que des mecs et que des ingénieurs. Moi, je suis pas ingénieur, je suis école de commerce et je les voyais très à l'aise dans les chiffres, etc. Et moi, j'y comprenais pas grand-chose. Ils avaient une capacité de voir les dysfonctionnements financiers, etc. Et moi, je me disais, zut, je suis pas à ma place. Je me suis trompé. Je ne dois pas être au même niveau qu'eux. Et à un moment, je vois qu'il se posait des tas de questions sur des sujets sur lesquels je ne me posais pas de questions. C'était d'une grande évidence. Les problèmes humains, les problèmes de systémie organisationnelle. Et je ne savais pas que je savais que eux ne savaient pas.
mais le truc, c'était comment rendre ça de façon explicite. Comment est-ce que je peux rendre ça de façon explicite? Et j'ai creusé, je regardais, je me dis, je vais me former au coaching. Donc en 2003, je me suis formé au coaching. Et là, effectivement, là, il y a eu un avant et il y a eu un après. Où précédemment, j'étais un peu le DRH qui donnait les solutions, hein. On vient voir le DRH, problème, solution, problème, solution. Je suis plutôt devenu un RH qui posait plus de questions, qui me donnait de solutions parce que le coaching euh, a comme croyance que ce sont les personnes qui ont leurs propres solutions. Et donc, mais il faut quand même questionner leurs ressources plutôt que de leur donner des solutions. Donc, voilà, ce passage s'est fait de cette façon-là. Et effectivement, j'ai rendu explicite ce que je sentais intuitivement. Et là, j'avais toute ma place au niveau du comité de direction parce que j'étais quasiment le seul à voir ce qu'ils ne voyaient pas, alors que moi, je ne voyais pas ce qu'ils voyaient sur d'autres champs. Donc, c'est vraiment la complémentarité des rôles, hein, et des personnalités. Comment ça s'est passé cette bascule? Bah ça, c'est une grande question parce que en ce moment, pour mon nouveau programme, il y a beaucoup d'hommes qui m'appellent et qui se posent cette question. Déjà, je me suis dit, pendant 2 ans, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai tel âge? Je m'étais dit dans l'esprit qu'il fallait que je quitte l'entreprise avant 45 ans et 20 ans d'ancienneté, parce que au-delà, je mourrais. Alors, Philips, j'ai adoré travailler pour cette boîte, vraiment adoré, mais dans ma tête, je me dis, si je vais trop loin, je risque de chuter. J'étais plutôt sur une pente ascendante, hein. Donc, il faut savoir quand, de temps en temps quitter la scène. Voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas finalement faire que ce qui me plaît sur l'aspect d'accompagnement, ce que je faisais dans mon rôle de DRH. Mais avec toujours la question, voilà, est-ce que je vais pouvoir développer mon chiffre d'affaires, mes clients, etc. Parce que quand on est salarié, on est payé tous les mois. Voilà. Bon, on a plutôt intérêt à réussir, mais on est quand même payé tous les mois. Même quand on a des creux, on est quand même payé tous les mois. Quand on est consultant, si on a un creux, on n'est pas payé. Ça, c'est clair. Donc, il faut aller chercher. Et donc, je me suis posé cette question pendant longtemps, pendant 2 ans, et je me suis lancé, et bah, ça a marché assez bien, assez vite, tout de suite. On va revenir sur le comment, mais avant ça, j'aimerais te demander quelle serait ta définition du succès? Parce que les personnes que j'ai interviewées ici n'ont pas tous la même définition du succès, et je trouve que c'est toujours intéressant d'en connaître un peu plus à ce sujet. Voilà, ce qui me vient en tête, c'est la joie de vivre. C'est la joie de vivre, c'est se sentir pleinement vivant. Pour moi, le succès, c'est pas, comme je vois beaucoup de personnes qui font des pubs, c'est pas faire 6 chiffres ou 7 chiffres. Moi, j'en ai pas grand-chose à faire. J'en ai Tu les beaucoup fais moins quand même. besoin. Oui, j'en fais quand même. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment se sentir pleinement vivant, joyeux et de se sentir contributif à quelque chose de plus grand que soi. Voilà. Euh, le succès, c'est. Hier, j'étais en train de discuter avec un homme de 43 ans. Bah, je lui ai posé une ou deux questions et à me dire, j'aurais pas pensé à ça. Voilà. Et je lui ai rien dit. Je n'ai fait que poser une question. Voilà. Bah, pour moi, c'est ça. C'est ça la joie, c'est de poser. Le succès, c'est la joie de poser des questions qui font ouvrir des champs à des personnes qui pensent être dans une impasse. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est se sentir pleinement vivant. Pour moi, c'est ça le succès. Et le succès, c'est pas pour moi être riche ou pauvre, parce qu'il y a des riches qui sont pas très vivants, et il y a des gens qui sont modestes, qui sont pleinement vivants. Donc pour moi, c'est ça, se sentir pleinement vivant et pleinement joyeux. Ouais, c'est ça le succès. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est important d'être quand même sorti d'une certaine condition financière, en tout cas de pas être inquiet constamment, de savoir comment on va payer le loyer et les courses pour avoir atteint ce niveau suffisamment confortable pour ensuite aller vers cette joie ou est-ce que non, même pas? Alors moi, j'ai la chance d'avoir une maison. Enfin, oui, je vois très bien qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance que j'ai. Euh, mais je vois aussi des personnes. J'étais avec des migrants il n'y a pas très longtemps et des SDF. Ils m'ont impressionné parce que on a passé un bon temps. On a passé un bon temps pendant une journée complète. Ils souriaient. Je leur ai dit, écoutez, franchement, vous m'avez épaté parce que moi, je souris pas forcément tous les jours. Donc, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent ou d'être. Alors, c'est sûr que si on s'inquiète de notre quotidien, c'est plus difficile. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas forcément.
une clé de succès définitive. Voilà. Ok, Ouais. ça marche. Si je te donne un exemple, ce même homme qui a 43 ans, que j'ai eu hier. Voilà, il a un gros poste dans une boîte. Il me dit, bon, j'ai commencé à investir dans l'immobilier à 25 ans. J'ai acheté un appartement. Après, j'en ai acheté un deuxième, un troisième. Là, j'ai acheté un immeuble. Mais je pourrais acheter d'autres, mais ma vie, c'est pas ça. Je sais pas où je vais. Ouais, je pourrais. J'ai tout ce qu'il faut pour vivre. Mais est-ce que c'est un garçon qui a du succès? Dans un certain sens, oui. Mais l'essentiel, il ne l'a pas encore trouvé. Il va le trouver, mais il ne l'a pas encore trouvé. Le sens de sa vie. Voilà. Quand on a trouvé le sens de sa vie, je pense qu'on est dans du succès. Bernard, comment est-ce que tu as trouvé les clés de ton succès? Tu as dit que quand tu as lancé ton activité, au bout de 2 ans, donc de j'y vais pas, mais j'y vais, comment ça s'est passé concrètement pour toi? Un élément qui a été important pour moi, c'est de savoir, enfin, d'avoir une ligne éditoriale. Voilà. Quand je dis une ligne éditoriale, avoir des convictions sur la façon dont j'interviens en tant que consultant, en tant que coach. Voilà. Qui je suis, quelles sont mes convictions. Et moi, les miennes, je les ai trouvées parce qu'en 2009, j'ai découvert cette approche appréciative. Et c'est tout de suite cela qui m'a beaucoup plu. Et c'est ça que j'ai vendu. Donc, c'était, et c'est encore très différenciant. Donc, ça, c'est une chose. Et c'est d'être dans la capacité d'incarner ce que l'on vend. Hein. Donc, ça, c'est une chose. Je pense que ça, c'est vraiment important. C'est qui vous êtes, quoi. Qui vous êtes, c'est quoi vos convictions profondes. Euh, Quels sont les clients que vous avez envie d'avoir et quels sont les clients que vous n'avez pas envie d'avoir. Non pas que ceux que vous n'avez pas envie d'avoir sont des mauvais, mais ça ne correspond pas à ce que vous êtes et ce que vous avez envie de porter. Voilà, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le réseau. Je ne sais plus, j'avais entendu un conférencier qui avait dit à une époque qu'on avait chacun d'entre nous, on avait au moins 250 personnes qu'on pouvait actionner immédiatement. À l'époque, je souriais, mais il avait raison. Il avait raison. Et là, sur mon programme vivant, je suis en train de le refaire l'exercice. Ah, ouais, j'ai beaucoup plus que 250 personnes. Ouais. Ça, euh, c'est les deux choix. C'est ça, c'est avoir des convictions, une ligne éditoriale. Voilà. Et puis, c'est son réseau. Et de se dire, c'est qui mon client idéal, quoi, mon client de cœur. C'est même, ça serait quel client ou pour quelle mission je paierais pour la faire. Voilà. Ouais. Et puis, c'est dans la capacité de se dire qui on est, euh, et d'être assez cash et authentique dans ce qu'on est. Euh, Sortir comment dirais-je, de la platitude corporate. Voilà. Sortir de ce truc-là, quoi. Ouais. Les vidéos que je faisais il y a 12, 13 ans, 14 ans, c'était un peu corporate. Voilà. Moi, je ne veux plus être là-dedans. Très intéressant. En fait, ce que tu dis, ça rejoint les bases de la communication et du marketing. Donc, j'ai entendu école de vente à un moment donné dans ton parcours. Donc, ça vient peut-être aussi de ça. Ou est-ce que tu as été accompagné au lancement de cette activité pour justement trouver ton message? Quand j'ai commencé en 2009, mon activité, non, je l'ai fait. Alors, je suis issu d'un monde industriel, marketing, etc. Donc, j'étais pas complètement à la ramasse. Mais je l'ai fait un peu intuitivement. Voilà. Là, après un passage dans un cabinet conseil, j'ai repris mes activités à titre indépendant, où là, je me suis fait accompagner. Ouais. Et je me suis fait accompagner, et effectivement. Alors, j'ai pas découvert, mais j'ai mis en pratique. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi ton client de cœur, c'est quoi ton buying persona, tes avatars, voilà. Parce que le marché est vaste. Et quelle est cette niche que tu veux adresser? J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, c'est dans les niches qu'on trouve les riches. Et c'est pas faux, c'est pas faux. Hein, on a peur, quand je dis on, moi, j'avais peur que, en me précisant trop ce que je voulais, j'allais perdre des opportunités. Ça, c'est une connerie, ça. C'est à force de trop embrasser mal étreint. Donc voilà, c'est ça. Ça, c'est une chose. Après, c'est de se dire, OK, je pense à eux. Je pense tellement à eux que je suis capable de le définir, de l'écrire. Il s'appelle un tel. Voilà ce qu'il vit, etc. C'est quoi leur mot? MAUX. Voilà, ils vivent quoi? Hein, qu'est-ce qu'ils ont constamment en pensée, dans leurs émotions, etc. Qu'est-ce qu'ils vivent, quoi?
C'est quoi leur fameuse île de la douleur, quoi. Et puis, c'est quoi leur rêve? Ils aimeraient quoi à la place? Voilà. Et puis, mon job, c'est de les amener de là où ils sont à là où ils voudraient être. Voilà. Et puis bah, d'utiliser les mots des avatars. Moi, je sais que si je fais pas attention, et je le suis encore un peu trop comme ça, je peux être un peu trop dans mon expertise et dans la sophistication des mots. Il faut parler avec les mots, des mots simples, quoi. Voilà. Donc vraiment le vocabulaire que eux emploient pour parler de leurs problèmes. Exactement. Exactement. Voilà, tout à fait. Ouais, ouais. 100%. Quand j'étais DRH, je me souviens, il y a des coachs qui sont venus me voir parce que je m'étais formé au coaching au même endroit qu'eux. Alors, c'est sûr que quand tu as un DRH dans la promotion, c'est un peu les abeilles qui viennent sur le miel, hein, voilà. Et je me souviens à l'époque, donc j'étais vraiment dans l'industrie, hein. L'industrie automobile, c'est du costaud, hein. Et je me souviens, ces deux coachs qui étaient des gens bien, hein, mais ils commençaient à me parler de trouver le prince et la princesse dans la personne qu'ils allaient coacher. Bon, oui, Mais mais pour c'est pas le bon vocabulaire. C'est pas le bon vocabulaire. Voilà. Alors, je les comprenais parce que j'avais appris avec ce vocabulaire-là, mais c'est pas le bon vocabulaire. Donc, c'est quel est le vocabulaire, un, qui nous correspond à nous, voilà, et puis qui correspond aux clients. Moi, je vois des coachs qui parlent avec surtout les entrepreneurs qui accompagnent souvent d'autres coachs, qui utilisent des mots un peu fleuris, voire très fleuris, voire vraiment très, très fleuris. Fleuris, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est vulgaire. Bon, moi, c'est pas mon style. Mais si c'est leur style, et si ça va, ils vont attirer des gens qu'il leur faut, c'est bien. Donc, c'est vraiment de se dire, c'est quoi le style? C'est qui je suis et qui est-ce que j'ai envie d'attirer, quoi. Voilà. Euh, je pense qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon style. C'est quel est mon style? C'est quoi mon truc, quoi. Voilà. c'est amusant parce que en fait, c'est très proche d'une démarche de développement personnel et d'introspection finalement. Cette première étape qui est vraiment indispensable et c'est par laquelle on fait passer aussi les personnes qu'on accompagne quand on est consultant en marketing, en communication en marketing. Mais cette première étape, elle est super dev perso. Et pourtant, les professionnels de l'accompagnement, assez régulièrement, ont cette espèce d'aversion pour la com et le marketing. Moi, je pense aussi souvent par peur de faire ce travail d'introspection et d'aller regarder vraiment, prendre des décisions, faire des choix. Parce que comme tu disais, ça fait peur de se nicher, ça fait peur d'aller chercher qui précisément je suis en capacité d'accompagner, qui Ouais, ouais. précisément j'ai envie d'accompagner et j'ai les compétences de pouvoir le faire. Oui, puis à un moment, on sera, je vais dire un mot un peu fort quand même, mais on sera détesté à la hauteur qu'on sera adoré. Ouais. Voilà. Et ben c'est pas grave. On peut pas être aimé de tout le monde. Voilà. Si on s'aime pas soi-même, ça va pas fonctionner. Voilà. C'est apprécions d'abord qui on est, quels sont nos talents, c'est comme ma raison d'être, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde, quoi. Voilà. Et surtout pas copier le voisin qui fait des choses super, mais c'est pas moi. Alors moi, ça m'est déjà aussi arrivé de me dire, ah, ouais, mais il fait vachement mieux que moi, etc. Ouais, mais toi, tu fais quoi, Bernard? Ah ouais, tu fais ça. Il le fait, lui? Non. Toi, tu sais le faire? Oui. OK. Donc, c'est vraiment de ne pas se comparer, quoi. Aller chercher sa propre essence. Ouais. Donc, toi, tu as vraiment fait ce travail lorsque tu as développé ton activité, donc de façon plutôt intuitive. Au Et démarrage, la première activité ouais, intuitive. Ouais. Ouais. Et en même temps, tu dis que tu es en train de refaire ce process hein, aujourd'hui, parce que du coup, tu passes d'une activité, alors pour ceux qui entendent et comprennent le jargon, de B2B à B2C, ça veut dire de consultant pour les entreprises à la Ouais. plus coach pour des particuliers. Alors, c'est pas complètement des particuliers. Pour faire un peu le pendant, aujourd'hui, je vais coacher un Jacques qui est vice-président d'une boîte américaine ou une Brigitte qui est directrice d'une business unit. Ça, c'est mon activité classique. Ou une équipe ou une organisation complète. Et sur mon autre activité vivant, je peux coacher le même Jacques, mais pas avec sa casquette de vice-président de cette boîte américaine, mais comme patron de sa propre entreprise, c'est-à-dire sa propre vie, quoi. Voilà. Alors, autant sur mon activité classique, je fais hommes et femmes, jeunes et vieux, peu importe. Sur cette activité de vivant, j'ai décidé de le faire que pour les hommes, hein, parce que je me sens plus légitime de les accompagner sur la totalité de leur vie que d'accompagner des femmes, même si aujourd'hui j'accompagne, par exemple, en ce moment, la directrice d'un directoire d'une entreprise.
mais je l'accompagne sur ses aspects stratégiques, communication, etc. Même si elle me parle de sa vie, je me sens moins légitime à l'accompagner là-dessus. Voilà. Donc, c'est effectivement, on pourrait dire du B2C, mais c'est un B2C particulier. C'est pas, je sais pas c'est pas le particulier, c'est souvent les gens que je vise, c'est les dirigeants, managers, leaders, cadres, entrepreneurs. Voilà. C'est cette catégorie de la population que je vise parce que je fais partie de cette catégorie et je me sens bien avec cette catégorie et je me sens légitime à les aider. Est-ce que tu as développé une offre quand tu t'es lancé? Est-ce que tu avais une offre signature? Comment est-ce que tu t'es vendu en fait? Une fois que tu as trouvé ton positionnement, que tu savais à qui tu parlais et que tu savais sur quoi tu étais en capacité de les accompagner. Oui, j'ai développé une offre, ouais, absolument. J'ai développé d'ailleurs sur les deux activités, j'ai développé des offres. Alors c'est quelque chose que j'aurais pas aimé faire il y a quelques années, parce qu'il y a quelques années, j'étais constamment à me dire non, non, mais je fais de la dentelle, c'est du sur-mesure, surtout, etc. Donc je passais un temps dingue à réinventer la roue. Et c'est les entrepreneurs qui m'ont accompagné qui me parlaient de cette fameuse offre irrésistible. Voilà. C'est quoi cette offre irrésistible? Je les voyais packager des choses. Donc, je dis, mais non, 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 moi, je suis un coach, je fais du sur-mesure. Et je suis arrivé à ça en me disant, parce que pour moi, le sur-mesure, c'était le luxe et le produit, c'était des commodities. Et à un moment, je me suis dit, mais bon, un jour, si j'ai beaucoup d'argent, je m'achèterai une Aston Martin parce que c'est une très belle voiture. Mais la différence entre une Aston Martin et une Clio, c'est deux voitures, c'est deux produits. Sauf qu'il y en a une, l'Aston Martin, qui est un produit de luxe, qui donne une expérience client absolument extraordinaire. J'ai rien contre la Clio, hein. Donc ça veut dire qu'on peut créer des produits qui soient vraiment high-end et qui fassent vivre une expérience extraordinaire aux clients que l'on sert. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben oui, et puis c'est aussi parce que je travaillais avec mon associé qui était plus versé là-dedans pour éviter de réinventer la roue. Donc sur nos deux activités, on a développé des produits, mais j'ai encore du mal à dire produits, ou des solutions qu'on ajuste à la marge à 10-15%. Et on se dit que quand un client nous appelle et que ça ne correspond pas à nos produits, qu'on considère comme étant nos joyaux à nous, eh ben, ce n'est pas nos clients. Voilà, on n'a pas envie de réinventer constamment des choses pour s'ajuster. Donc, on s'est dit, voilà, qui on est, ce en quoi on croit, qu'est-ce qu'on peut faire au mieux. Alors, on a aussi 15 ans d'expérience, donc on a beaucoup de choses derrière nous. Et avec ça, qu'est-ce qu'on peut créer qui soit le top, quoi. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé ces produits Hmm. ou ces services. Et ensuite, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on les commercialise? À quoi ça répond. On les a testés, ça a marché. On a aussi fait parler nos clients. On a fait pas mal de vidéos sur ce qu'ils ont expérimenté et nos clients deviennent nos commerciaux aujourd'hui. Deux disclaimers, j'ai envie de dire, pour ceux et celles qui nous écoutent, suivant l'ancienneté, suivant si vous êtes en train de vous lancer ou que vous n'avez pas encore une clientèle qui est régulière, attention à faire décoller une seule offre à la fois. C'est vraiment super important. Bernard l'a dit, il a 15 ans d'expérience et donc c'est normal qu'aujourd'hui, il ait plusieurs offres, plusieurs avatars clients, plusieurs typologies de clients. Mais ça s'est construit petit à petit. J'imagine que tu n'as pas monté plusieurs offres à la fois. Et donc Alors, voilà. il y a 2 ans, on a fait une erreur avec mon associé, c'est qu'on a voulu lancer plusieurs offres. Mm. Et nos entrepreneurs nous disaient, non, 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 une seule offre. Alors, eh ben, ils ont raison. Ils ont raison. C'est prenons une offre, hein, construisons-la, peaufinons-la, lançons-la. Voilà. Et n'attendons pas une éternité avant de la lancer. Allons-y, quoi. Tout de suite. Dernière étape dans cette interview et pour essayer de donner des clés à ceux qui nous écoutent, quels ont été les process de communication, de démarchage qui t'ont permis de trouver des clients et qui pourraient être dupliqués éventuellement par nos auditeurs? C'est de donner envie. C'est aussi de faire les choses de façon un peu différenciée par rapport aux autres. Moi, j'aime bien les choses un peu originales, qui sortent un peu qui sont un peu provocantes et qui sont un peu choquantes, mais dans le bon sens du terme. En posant des questions différemment. Bah, je te donne un exemple. Un jour, j'étais sollicité par un client qui voulait qu'on les aide sur l'intégration d'une société dans leur société. C'était une petite société, et là, c'était un groupe du CAC 40. Et chaque année, ils faisaient des acquisitions.
et ils s'étaient plantés deux, trois, quatre fois. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient la petite société, ils essayaient de plaquer les process sur la petite société mourait. Et donc, ils font appel à trois ou quatre cabinets. Donc, on imagine, on a un jury qui est là et on fait partie des trois ou quatre cabinets. Donc, la question déjà, c'est qu'est-ce qu'on vient faire? Est-ce qu'on vient vendre ou est-ce qu'on vient déjà aider le client? Même si c'est pas un client, même si c'est pas encore un client, c'est un prospect. Nous, dans notre démarche, c'est qu'on vient immédiatement intervenir, même si on ne sait pas si on aura le client ou pas. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a modélisé immédiatement ce qu'ils allaient vivre s'ils nous donnaient le contrat. Voilà. Et à la fin donc c'est des entretiens, qu'on appelle ça appel d'offres, hein, c'est assez formel. Il y avait le directeur général délégué, le secrétaire général, DRH. Donc voilà. Ah. Et donc, on est intervenu en questionnant, en utilisant l'appréciative, etc., en le faisant se projeter sur ce qu'il voulait. Là où les autres consultants ont fait quoi? Ils nous l'ont dit après, hein. Ils ont questionné le client pour récupérer de la data, voilà, pour nourrir le consultant, voilà, pour qu'il puisse faire un appel, une proposition. Nous, on n'a pas fait ça. On a questionné le client, non pas pour nous nourrir, mais pour nourrir le client, pour le faire avancer. Et le client, il a été bluffé parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il nous a fait revenir une deuxième fois et il nous a pris. Et lorsqu'on a commencé à travailler avec lui, ils nous ont dit, bon, on vous a fait venir une deuxième fois, mais en vérité, on était convaincus dès la première fois parce qu'à la fin de la première réunion, je me souviendrai toute ma vie, le directeur général délégué s'est tourné vers son patron en disant, après 2 heures de discussion, ça devait durer qu'une heure, hein, 2 heures de discussion, lui ont dit, ah, lui, on a quand même vraiment, vraiment beaucoup avancé déjà. Et là, comme je suis un peu provoque, je leur dis, oui, c'est vrai, je pourrais déjà même vous facturer ce qu'on vient de faire. Ils ont tous éclaté de rire. Alors, c'était un peu risqué, hein, parce que, mais bon, ça s'était vraiment bien passé. Voilà, c'est d'être dans une forme de générosité, de questionner, pas pour nourrir le consultant, mais pour faire avancer le client. Voilà. Si le client ne nous prend pas, c'est que c'était pas le bon client. Voilà. Et donc, il ne faut pas non plus regretter. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'est une clé. Et le nombre de contrats qu'on a gagnés à cause de ça, ou grâce à ça, phénoménal. Phénoménal. Ouais. Je ne peux que plus que valider, puisque c'est aussi comme ça que je trouve une bonne partie de mes clients, en fait, dans des rendez-vous de diagnostic, des choses où j'offre, en fait, tout simplement des solutions pour les personnes pour essayer d'identifier les blocages où ils sont. Et évidemment, surtout pas pour aller prendre davantage de data, mais simplement au contraire pour mettre en lumière, Mm. éventuellement, si on arrive à identifier avec quelques questionnements des blocages, des problématiques et des leviers, du coup, et c'est là où la personne, spontanément, à un moment donné, ou pas, mais quand on est sur le format rendez-vous découverte, vient poser la question, se dire, mais comment on fait pour faire plus, quoi? Comment on fait pour travailler avec vous? Ouais, puis après, c'est aussi de trouver des moyens un peu originaux. Je me souviens, on a gagné un contrat. Au lieu de faire la proposition par écrit, comme on fait habituellement, on a fait une vidéo. Voilà, moi, j'adore les vidéos. Et donc, on a fait une vidéo. Et le client leur a dit, waouh! Alors là, on ne s'attendait pas à ça, quoi. Alors, ils n'en ont pas pris que pour la vidéo, hein, naturellement. Ils ont pris parce que, même chose que pour l'autre client, on est intervenu directement. Ils ont vu le style de fonctionnement qu'on avait, mais en plus, on a fait une vidéo. Alors là, ça les a bluffés. Alors, quand je dis ça, je m'enorgueillis pas de ça, hein, parce que finalement, on l'a fait parce qu'on aime faire ça. Voilà. S'il y a des gens qui nous écoutent là, qui n'aiment pas faire ça, il ne faut pas qu'ils pensent à ce qu'ils aiment faire et qu'ils osent le faire, quoi. Franchement, qu'ils osent le faire. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre, ils ont une seule chose à gagner, c'est d'être soi-même. Et ça, c'est le succès. La boucle est bouclée. Un dernier conseil, j'en sais rien, un mot de la fin, Bernard, pour cette interview. Ben, ça serait par rapport à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder, ben, je vais faire une intervention appréciative. Voilà, et ça sera le mot de la fin. Je vais inviter tous ceux et celles qui nous écoutent à se remémorer un moment dans leur vie de consultant, de coach, de thérapeute, etc., où ils se sont sentis vraiment au meilleur de leur forme, parce qu'ils ont fait une intervention particulière, parce qu'ils ont fait avancer leurs clients et c'était vraiment waouh, ils en reviennent pas encore. De se remémorer cela, pas uniquement pour s'en réjouir, mais de se remémorer de ça et de prendre une personne qu'ils connaissent et d'aller raconter cette histoire à cette personne. Et ensuite de se dire, mais pourquoi ça a marché? Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé dans le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé dans la façon dont j'ai fait les choses? C'est quoi les talents que j'ai pu mettre là en œuvre? C'est quoi les valeurs que j'ai vécues là? Et d'aller engranger ces données. Et je suis sûr, je suis certain 100%, vous avez tous une histoire, premièrement. Deuxièmement, je suis même assez certain que vous n'en avez pas qu'une seule, vous en avez peut-être deux, trois, quatre. Faites cet exercice-là et vous allez voir, à force et à mesure, vous allez commencer à identifier vos propres facteurs de clés de succès. Parce que Maureen et moi, on peut vous en donner, hein, mais les clés de succès, c'est vous qui les avez. Et vous allez les trouver dans vos histoires de succès ou peut-être dans vos histoires plus difficiles, mais que vous avez réussi à contourner. Voilà. Ça serait ça, ma meilleure contribution pour eux, c'est d'aller regarder leur succès dans les histoires. Et ces histoires peuvent dater de il y a 3 jours, il y a 3 mois, il y a 3 ans, alors peut-être pas il y a 30 ans, mais pourquoi pas. Voilà, ça serait ça ma, ouais, ma contribution. Magnifique pour cette approche inductive. Vraiment, un grand merci Bernard pour ton temps, Plaisir. pour tes partages. Merci à ceux et celles qui nous écoutent. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram pour venir laisser des commentaires, poser des questions. Vous pouvez retrouver Bernard notamment sur LinkedIn. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Vous l'avez compris, il n'existe pas une, mais des clés du succès. Chaque parcours est unique, mais les fondations restent les mêmes. Découvrez-les gratuitement sur lesclésdusuccès.fr. Et on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles sources d'inspiration. C'était Maureen Béillard sur LCS.